Bienvenue dans Expertise croisée, le podcast de Nexialogue. Ici, nous décryptons les enjeux du risk management et de la data. Que vous soyez professionnel de la finance et des données, étudiant ou simplement passionné, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous accueillons Cyril Grunspan. Cyril est directeur de l'Institut des cryptoactifs du pôle Léonard de Vinci. Cyril, bonjour. Bonjour. Cyril, peux-tu nous en dire plus sur le parcours qui t'a amené à te plonger au sein de l'univers des cryptoactifs ? Quelle est la genèse de cet intérêt ? Alors, il faut revenir environ à l'année 2009. J'étais alors ce qu'on appelle quant dans une banque d'investissement à Londres. Et je ne sais pourquoi, une discussion est venue sur le Bitcoin précisément avec un trader. Donc un trader particulièrement bien informé, puisqu'à cette époque-là, personne n'en parlait, ou très peu de gens. Et il a commencé à me le présenter comme une nouvelle escroquerie. Regarde ce que les gens ont encore inventé pour blanchir de l'argent. Et donc il me tenait là le discours qu'ont tenu pendant de très nombreuses années les banquiers en général sur le sujet. Et bon, par curiosité, je suis juste allé jeter un coup d'œil au projet Bitcoin, donc sur leur site internet. J'ai téléchargé le papier fondateur. Et j'avoue que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi un papier scientifique puisse susciter un tel rejet. J'avoue que je n'ai pas compris instantanément le Bitcoin, le papier fondateur, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi un tel rejet. Immédiatement, juste pour un papier scientifique. Je ne pouvais pas admettre. Et puis, plusieurs années après, donc je suis revenu à Paris pour occuper la place d'enseignant-chercheur. Et par curiosité, je lisais d'autres articles de Pierre Noisa, notamment, de Jean-Paul Delahaye également, dans Pour la Science, qui m'ont ouvert l'esprit. Et j'ai commencé progressivement à m'intéresser au sujet. Et puis un jour, un étudiant est venu dans mon bureau en me disant « Monsieur, vous devriez regarder ça ». Et ça, c'était Bitcoin précisément. Alors j'ai trouvé l'étudiant un peu gonflé, qui puisse comme ça donner des conseils de lecture à son prof, qui le note, quoi, au final. Mais finalement, il avait raison. Et voilà. Alors ensuite, j'ai découvert un article académique, alors pour un peu mieux écrit que les autres. À l'époque, c'était vraiment compliqué de trouver de la documentation sérieuse. Mais j'ai fini par en trouver, écrit, disons, un article dans la Société des mathématiques européens. Et l'article était vraiment bien, et donc j'ai écrit à son auteur pour le féliciter. Et de fil en aiguille, on est amené à se rencontrer, et il me dit « Je te connais, toi ». Ah bon, je te connais, et il me dit « Oui ». Et en fait, il s'avère que c'était l'un de mes colleurs de prépa qui avait écrit cet article. Et voilà, donc après, une amitié est née entre nous. Et on a décidé de s'intéresser au sujet. On voyait bien qu'il y avait différentes questions qui étaient non résolues. Disons que c'était un sujet qui avait besoin d'être, entre guillemets, nettoyé. Et donc, un bon sujet scientifique a priori. Voilà. Et donc, ça a été le début d'une collaboration entre nous. Donc, cette personne que j'évoque, c'est Ricardo Pérez Marco, qui est directeur de recherche au CNRS. Et vous en êtes venu, donc, l'an dernier, à créer l'Institut des cryptoactifs au sein du pôle Léonard de Vinci. Peux-tu nous en dire plus sur ce projet ? Tout à fait. Alors, en fait, c'est lié effectivement à mon intérêt pour le sujet, et aux recherches que j'ai commencé à développer. J'ai rapidement senti qu'il y avait là un sujet qui était un sujet majeur, et avec potentiellement un écosystème économique intéressant qui pourrait offrir du travail aux étudiants de l'ESIV, dans un contexte particulièrement difficile, puisqu'on était à une époque, suite à
la crise des dettes souveraines, qui avait fait elle-même suite à la crise des subprimes. Les embauches étaient parfois gelées dans les banques d'investissement. Donc la formation traditionnelle était, disons, les étudiants trouvaient toujours du travail, mais c'était un peu plus compliqué pour eux. Donc il s'agissait pour moi aussi, naturellement, de leur ouvrir de nouvelles portes du travail. C'est mon métier, c'est mon devoir qu'ils puissent accéder au marché de l'emploi. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, donc évidemment j'ai été suivi par mon directeur, donc que je remercie à l'époque, M. Pascal Brouet. J'ai pu ouvrir comme ça de nouvelles portes pour les étudiants. Ça a été une première formation en actuariat, et puis une deuxième formation qui fait la part belle au crypto-actif, voilà, qu'on a appelé FinTech, une formation FinTech. Et puis, on a acquis de l'expérience dans cette formation, et à un moment donné, je voyais bien que les choses bougeaient, notamment aux États-Unis. Je voyais apparaître des centres de recherche blockchain, certains ça portait directement ce nom ou d'autres, et il n'y avait rien en France, absolument rien en France, et donc j'ai écrit à mon directeur pour lui dire voilà ce qui se fait ailleurs. Si vous voulez, je vous propose de faire quelque chose de semblable ici, de créer comme un centre de recherche autour des crypto-actifs. Et quelques années après, il est revenu vers moi et il m'a proposé de me lancer dans cette aventure. Voilà. Donc l'Institut des crypto-actifs est né l'an dernier, sous son impulsion, et voilà, et donc je suis l'heureux directeur, effectivement, de l'Institut des crypto-actifs, qui a donc plusieurs buts. Le premier, naturel, c'est de développer la recherche, d'encourager la recherche le plus possible. Donc, c'est la raison pour laquelle on organise plusieurs séminaires de recherche. Le prochain aura lieu après-demain à l'Institut Henri Poincaré. Donc, nous aurons l'honneur d'inviter un spécialiste de sécurité des portefeuilles de cryptoactifs, Renaud Lifshitz. Et puis, on organise également un autre séminaire en collaboration avec le pôle Innovation Finance au Palais Brognard, une fois, tous les 2 mois environ. Voilà, donc il y a cet aspect recherche. En plus de ça, évidemment, on souhaite proposer des bourses de recherche à des jeunes chercheurs, ou moins jeunes du reste, pour développer la recherche. Donc ça, c'est notre première activité. Après, il y a des formations qu'on propose, donc des formations professionnelles, qui s'inscrivent, si vous voulez, dans le droit fil de notre expérience que nous avons acquise à l'ESILV, l'école d'ingénieurs, pour laquelle nous avons développé cette formation sur les cryptos. Voilà, donc il y a un deuxième pilier qui est un pilier formation professionnelle. Et puis ensuite, on organise des événements pour le grand public. Voilà. On souhaite organiser le plus possible des événements pour, disons, vulgariser les cryptos dans le grand public. Merci pour cette présentation et nous souhaitons beaucoup de succès à l'Institut des cryptoactifs. Espérons qu'il permette de former la nouvelle génération d'ingénieurs spécialisés en blockchain en France. Et tu parlais juste avant du marché de l'emploi qui était très compliqué suite notamment à la crise des subprimes. Qu'en est-il de ce marché de l'emploi dans le secteur des cryptoactifs ? Est-ce qu'il manque des ingénieurs en France sur ce domaine ou au contraire, est-ce que les débouchés sont compliqués ? Alors, oui, il manque. Il y a eu plusieurs rapports qui expliquaient effectivement qu'il manquait, qu'il y avait une pénurie de véritables développeurs blockchain, en fait. Plusieurs rapports l'ont écrit. En tout cas, là, j'ai en tête une déclaration. Alors, je ne sais pas de quelle sorte ça a été fait, mais disons, il y a une institution française qui s'appelle France Compétences, qui recense un peu les besoins en formation professionnelle et qui a inscrit le titre d'ingénieur blockchain comme étant un métier émergent. Donc, un métier que France Compétences a besoin de reconnaître, donc ce qui signifie que les démarches pour pouvoir proposer des nouvelles formations sur ce thème seront d'une certaine façon accélérées par France Compétences pour
pouvoir ensuite être inscrites dans leur registre, ce qu'on appelle RNCP, des titres. Et in fine, de proposer à des écoles des formations sur le sujet. Donc oui, tu vois, un organisme professionnel reconnaît le métier comme un métier en tension, finalement. Alors d'autre part, à l'ESILV, je vois bien que ce métier de développeur blockchain a beaucoup de succès auprès des entreprises. Les étudiants de cette formation, FinTech, ont beaucoup d'offres. Et alors, ils ne parviennent peut-être pas tous à obtenir le travail de leur rêve, mais la plupart, quand même, disons, c'est pas des étudiants stressés, les étudiants qui suivent cette formation FinTech en général. C'est pas des étudiants un peu comme j'avais vu des étudiants d'écoles d'ingénieurs qui cherchaient des postes pour rentrer dans des trading floors de grandes banques d'investissement. Et donc étaient stressés au moment de leur stage pour obtenir un bon stage. C'est pas le cas des étudiants en FinTech. En général, ils croulent sous les offres. Et parfois ils tardent à choisir, mais en tout cas ils n'ont pas ce stress-là. Ils savent que de toute manière ils sont très demandés. La plupart du temps, ils font un stage en 4e année, ça se passe très bien qu'on leur repropose tout de suite un stage l'année d'après, en fin de cursus. Donc c'est des étudiants qui, eux, sont bien dans leur peau et ne sont pas aussi stressés que des étudiants qui veulent se diriger vers la finance de marché. Et certains ont obtenu des postes tout à fait intéressants dans la DeFi, et je compte sur eux pour qu'ils reviennent enseigner à leur tour aux nouveaux étudiants de l'ESILV en FinTech. Et nous le souhaitons également. En plus de cette activité de directeur de l'Institut des cryptoactifs, tu es également très actif en termes de publications académiques. Et tu aurais même apporté une correction au fameux white paper de Satoshi Nakamoto. Peux-tu nous en dire plus ? Alors, en fait, c'est en grande partie dû à ma collaboration avec Ricardo, dont j'ai parlé précédemment. Alors, cette correction, si tu veux, oui, ça a été le premier sujet, finalement, qu'on ait traité, puisque c'était... disons, il y avait une conjecture dans le papier de Satoshi. Donc, il y a une dernière section, avant la fin, où il y a un petit bout de code en C, et il calcule par là, avec différents paramètres, la probabilité de réussite d'une attaque à la double dépense. Alors, il n'y a pas de formule fermée pour obtenir cette probabilité de réussite de cette attaque, mais il a une formule qui lui permet de sortir numériquement des résultats avec un petit bout de code en C, et il constate que ça a l'air de décroître, et la probabilité de réussite a l'air de décroître de manière exponentielle en fonction du nombre de confirmations demandées. Voilà, donc naturellement, en tant que matheux, puisque Ricardo est un grand mathématicien, on a souhaité s'attaquer à cette question, naturellement. Donc prouver cette conjecture de Satoshi. Donc ça a été notre premier article, effectivement. Alors, simplement, il y a eu déjà une correction de fait. Elle avait été proposée par un auteur israélien qui s'appelle Meni Rosenfeld, qui a écrit beaucoup des articles très intéressants sur le sujet, qui a défriché, disons, le sujet quelques années après, dans les années 2010 et 2015. Et il avait montré que, en fait, Satoshi Nakamoto avait commis une petite erreur en modélisant l'arrivée des blocs, en utilisant une loi de Poisson, alors qu'il aurait fallu utiliser une loi binomiale négative. Donc, cette correction, disons, sans que ce soit forcément très bien rédigé, mais enfin, avait déjà été apportée par Meni Rosenfeld. Et il en avait déduit une autre formule. Simplement, cette formule
n'était pas suffisamment tractable, en tout cas, pour qu'on puisse directement prouver que la probabilité tend vers 0 de manière exponentielle en fonction du nombre de confirmations demandées. Alors en fait, cet article de Mené-Rosenfeld, on l'a découvert après, finalement, mais donc on est reparti, et on a retrouvé finalement une formule fermée, pour le coup, et puis naturellement, on en a déduit le résultat, on en a permis de démontrer la conjecture de Satoshi que tu évoquais. Voilà. Et bon, voilà, donc on était contents, effectivement. Ensuite, il s'en est suivi plusieurs d'autres articles sur un thème un peu différent. Disons, il s'agissait toujours d'étudier la sécurité du protocole Bitcoin. À l'époque, il n'y avait vraiment que Bitcoin comme crypto-actif. On aura peut-être l'occasion de parler de Bitcoin et de sa place, mais à l'époque, il n'y avait vraiment que Bitcoin et il s'agissait de comprendre juste son fonctionnement. C'était ça qu'on cherchait à comprendre. Donc, son fonctionnement et sa sécurité. Donc, on s'est intéressé d'abord aux questions de double dépense, et puis ensuite, on a compris qu'il y avait d'autres problèmes dans le protocole, et ça nous a occupé plusieurs années. Donc, c'est toute une série d'articles sur les attaques dites de rétention de blocs, qui sont des attaques sur la formule d'ajustement de difficulté de Bitcoin. Voilà. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis ce fameux white paper de Satoshi Nakamoto. Bitcoin a aujourd'hui une valeur de marché totale de plus de 1200 milliards d'euros, et on évalue le nombre de ses détenteurs à plus de 300 millions. Pourtant, beaucoup de monde questionne encore son utilité, voire même continue à considérer Bitcoin dans son ensemble comme une pyramide de Ponzi. Qu'est-ce qui explique, selon toi, le succès fulgurant de Bitcoin ? Pourquoi achète-t-on du Bitcoin ? À quoi ça sert ? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Alors, il y a de moins en moins de gens qui considèrent qu'il s'agit d'une escroquerie. Même si des personnes célèbres l'ont affirmé. Je pense qu'une partie de la réponse tient à ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que j'évoquais un petit peu précédemment les mathématiques de Bitcoin. Bon. Eh bien, les mathématiques de Bitcoin sont finalement assez simples, sont des mathématiques qui sont issues finalement des mathématiques de pile ou face. Donc on peut décrire, on peut comprendre assez facilement Bitcoin en modélisant les désarrivées de blocs, en lançant successivement des pièces de monnaie. Donc on peut comprendre assez facilement Bitcoin. Je pense qu'une grande partie du succès de Bitcoin tient à finalement la simplicité de son protocole, de son consensus de Nakamoto. Les nouvelles crypto-monnaies qui fonctionnent suivant d'autres consensus peuvent être tout à fait intéressants, mais ne sont pas aussi simples à expliquer. Alors, effectivement, ça explique moyennement le succès de Bitcoin. Il faut peut-être revenir au début de Bitcoin. C'est-à-dire que, donc, au début de Bitcoin, fin 2008, début 2009, premièrement, le thème des crypto-monnaies ou crypto-actifs n'était pas très populaire parmi les cryptographes, d'une part. Bon, il y avait un grand sujet, effectivement, qui est en informatique, qui est celui des systèmes distribués. Il y avait quelques propositions qui émergeaient pour des crypto-monnaies, mais la plupart de ces propositions n'avaient jamais été mises en œuvre, n'avaient jamais été implémentées réellement, d'une part. Et puis, il y avait eu un projet implémenté qui s'appelait eCash dans les années 2000 et qui avait été fermé. Disons, cette aventure avait pris fin suite à une décision de la justice américaine parce que le projet était centralisé. Voilà. Donc, ce qui fait que ce sujet était considéré un peu comme sulfureux par ceux qui auraient pu finalement s'y intéresser le plus. Et puis, il y a également le fait que probablement ceux qui étaient le plus proches de lancer Bitcoin n'avaient pas considéré des enjeux financiers. Enfin, la finance ne les intéressait pas. Là, je
j'ai en tête des discussions que j'avais eues avec Jean-Jacques Kiskater, donc qui est un cryptographe belge, qui est cité plusieurs fois dans le papier fondateur de Satoshi Nakamoto. Donc on parlait des travaux de Haber et Stornetta qui ont finalement développé la notion de ce qu'on a appelé, de ce que Hal Finney a appelé plus tard la blockchain. En fait, cette notion telle qu'elle avait déjà été inventée quelques années plus tôt sous le nom de timestamp server, de serveur d'horodatage, par des cryptographes Haber et Stornetta. Bon. Et puis après, il y a eu un papier où Jean-Jacques Kiskater était présent, notamment quand il s'agissait d'agréger des paquets de transactions avec des arbres de Merkle. Et ils n'avaient pas pensé. Pour eux, l'enjeu, c'était juste de créer un serveur d'horodatage qui servirait à enregistrer des dépôts de brevets. C'était le sujet qu'avaient en tête Haber et Stornetta. Imaginons la vie d'un serveur d'horodatage qui enregistrerait des dépôts de brevets dans un monde numérique. Comment ferait-il ? Donc, ils ont écrit plusieurs papiers. Voilà. Et donc, ils ont développé à cette occasion la notion de blockchain. Mais ils n'ont pas eu en tête, ni eux, ni Kiskater, ils n'ont pas eu l'idée que ça pouvait s'appliquer finalement à un monde financier. Donc, ils sont peut-être passés à côté. Après, il y avait d'autres personnes qui ont proposé d'autres solutions, mais pas implémentées. Voilà. Et puis, effectivement, il y a eu Bitcoin. Et donc, c'était non seulement un papier, mais c'était aussi, à partir de janvier 2009, le réseau qui a commencé à prendre vie. Et puis, a suscité l'intérêt de personnes, disons, qui avaient une petite aura dans leur milieu de cryptographes. Donc, j'évoque de nouveau Hal Finney, puisque Hal Finney, c'était quand même un grand cryptographe. Le fait qu'ils prennent le sujet très sérieusement, ça a entraîné aussi toute une partie de la communauté. Il y a eu à un moment donné un tweet de Hal Finney, Running Bitcoin, et c'était pas rien, quoi. C'était quand même quelqu'un de reconnu qui s'intéresse au sujet. Et voilà. Donc, après, il y a eu ce succès, il y a eu quelques mois après Bitcoin Talk, et puis après, ça a été assez phénoménal. Et il y a eu un premier article fin 2009, et c'est la raison pour laquelle le trader que j'évoquais plus tôt a pu découvrir le sujet. Après, ils ont été les premiers donc, à proposer vraiment un projet, mais un projet qui... ça a été conçu tel quel par Satoshi. Il souhaitait vraiment que le projet soit le plus décentralisé possible pour pas être victime d'attaques comme avait été David Chaum, le créateur d'eCash à l'époque. Donc là, il s'agissait d'être, disons, à l'écart de toute attaque frontale de la justice américaine. Et voilà, donc la décentralisation a permis le succès de Bitcoin, évidemment. Je ne sais pas si tout ça explique le succès. Tu vois, on parlait de papier académique. Au départ, Bitcoin était un ovni parce que il est apparu, mais il n'est pas apparu dans un univers académique. Il est apparu sur une liste de diffusion. Il n'a jamais été publié, cet article. Et puis, ceux qui étudiaient un peu Bitcoin étaient issus d'un autre monde, celui plus des systèmes distribués. Voilà. Mais néanmoins, il y a eu, à un moment donné, la récupération de Bitcoin par ce milieu un petit peu académique qui a fait de Bitcoin un sujet qui a été extrêmement étudié, quoi. Il y a eu des milliers et des milliers de publications sur Bitcoin, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Bitcoin occupe encore aujourd'hui une place vraiment à part parmi toutes les autres crypto-monnaies, ne serait-ce que parce que c'est la crypto qui a été la plus étudiée et pour laquelle il y a des résultats de sécurité que peut-être les autres n'ont pas aussi clairement. D'accord. Merci pour ces explications qui, je pense, peuvent expliquer la dynamique initiale qui a propulsé Bitcoin. Mais comment expliquer l'engouement qu'a connu la crypto-monnaie ces dernières années pour atteindre une valorisation globale aussi élevée ? Après, il y a un succès qui
qui est celui qu'on a évoqué un petit peu, le succès initial venu de cette communauté des cypherpunks qui a débordé finalement. Et puis est venu dans les années 2015 à peu près, 2014, le 15, l'apparition du buzz blockchain et la volonté de beaucoup de récupérer cette technologie, disons en tout cas présentée comme ça, à leur profit. Donc ça a été, on se souvient de la une de The Economist, qui titrait, je crois, Blockchain the Trust Machine, un très bon titre, et qui faisait suite à l'apparition d'une association, d'un regroupement de grandes banques d'investissement, R3, CEV, qui voulait récupérer donc l'idée de blockchain, en faire une blockchain à eux. Donc en tout cas, il y avait cette ambition à l'époque, et puis ce projet a capoté. Mais en tout cas, il y a eu naturellement cette envie assez rapidement de s'accaparer ce nouveau monde des crypto-actifs. Voilà. Donc c'était d'une certaine façon la première tentative du monde de la finance traditionnelle pour s'accaparer ce monde des crypto-actifs. Et ça n'a fait que les choses n'ont fait finalement que s'accélérer. Et les différentes tentatives de régulation sont venues, certes, pour protéger l'utilisateur d'éventuelles escroqueries, c'est vrai, mais aussi pour permettre à des gros investisseurs d'investir dans ce nouveau marché des crypto-actifs. Disons que quand on voit quelque chose, tu vois, il faut se mettre à la place des traders dans des banques d'investissement qui ont leur métier est quand même très contrôlé. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas prendre n'importe quelle position, ils doivent demander des autorisations dans tous les sens pour prendre la moindre position. Donc leur rôle est quand même un peu plus compliqué depuis quelques années. Et puis à côté d'eux, il y a des traders qui, eux, s'en donnent à cœur joie finalement, avec une finance un peu alternative qui permet des choses un peu spectaculaires, des flash loans, toutes sortes de choses un peu extraordinaires que là j'évoque un peu la DeFi. Donc naturellement, le premier trader, il se dit moi aussi je veux un joujou pareil. De même, il faut se mettre à la place des gouverneurs de banques centrales. Ils voient qu'il y a des crypto-actifs, des crypto-monnaies Bitcoin et d'autres Ether qui ont des particularités, des transactions qui se voient comme des smart contracts, des contrats qui s'exécutent automatiquement. C'est un joujou, quoi. Et naturellement, ils se disent, moi aussi, je veux la même chose. Donc, il y a cette volonté naturelle d'une partie de la finance de marché de s'accaparer ce nouveau monde des crypto-actifs. Voilà. On en est là. De quelle façon la finance traditionnelle va mettre un pied dans ce nouveau monde? Progressivement, elle le fait. On a beaucoup parlé de Bitcoin, mais tu as évoqué également d'autres crypto-actifs, car effectivement, il en existe des milliers, tous basés sur la blockchain, mais qui utilisent notamment des mécanismes de consensus différents. Quelles sont, selon toi, les technologies les plus prometteuses au sein du secteur? Oui, alors, en fait, donc on évoquait Bitcoin au départ, et ce qui est marrant, c'est que Bitcoin était au départ la seule crypto-monnaie qui existe. Ensuite sont venus d'autres projets, mais ces projets, ils sont apparus dans l'ombre de Bitcoin au départ. Au départ, il y avait des conférences qui présentaient Bitcoin, et puis une partie de la conférence était dédiée à des projets qui étaient vus plus ou moins comme la R&D de Bitcoin. Et c'est la raison pour laquelle on leur donnait une place dans ces différentes conférences Bitcoin. Et donc, ces projets, finalement, ont vu le jour et ont fini par s'imposer, et plus du tout dans l'ombre de Bitcoin, en adoptant des mécanismes qui n'ont plus rien à voir avec Bitcoin, en fait. C'est-à-dire que donc l'originalité de Bitcoin, c'était quand même l'apparition de la preuve de travail, qui permet un consensus dans un système ouvert. Alors,
C'est ça qui est assez remarquable. C'est-à-dire que dans un système où personne n'a besoin de déclarer quoi que ce soit aux autres, c'est-à-dire on n'a pas besoin de déclarer son identité, on n'a pas besoin de déclarer sa richesse, mais on peut juste rentrer et commencer à prendre part au réseau, à miner des blocs, et devenir éventuellement mineur et faire vivre le consensus. Voilà. Et on peut rentrer et sortir à n'importe quel moment sans montrer patte blanche, en particulier sans montrer sa richesse. Donc c'est quelque chose qui est unique. Il n'y a pas d'autre, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'autre consensus distribué dans un système totalement ouvert, par lequel il existe des résultats de sécurité. Bon. Mais à côté de ça, il y avait déjà, le thème, évidemment, en informatique, des systèmes distribués. Il y avait déjà des résultats sur les consensus distribués, mais dans un système fermé. Alors, on a repris ces consensus, on les a, disons, étendus en mode semi-ouvert, donc avec des consensus qui sont possibles dans certaines conditions, mais notamment de déclarer sa richesse, par exemple. Et là, c'est toute la panoplie des consensus basés sur ce qu'on appelle les proof of stake. Donc là encore, il y a différents consensus possibles. Et de sorte que finalement, et ces consensus, finalement, ont fini par s'imposer parce que Bitcoin coûte trop cher, entre guillemets. Parce que ça coûte cher de valider des blocs, d'acheter du matériel de minage. Maintenant, il faut être une véritable entreprise pour pouvoir se le permettre. Et puis, la société a du mal à accepter le fait qu'on puisse brûler de l'énergie juste pour faire vivre la blockchain. Donc, de ce fait, Bitcoin est mis un peu à l'écart, clairement, dans ce monde des cryptoactifs, et sont tous les autres cryptoactifs qui vivent leur aventure, mais effectivement, qui n'ont pas forcément les mêmes résultats de sécurité. Le consensus est différent, c'est pas... voilà, mais c'est des projets intéressants. Et alors, parmi les différents projets, oui, il y a un projet que je trouve particulièrement intéressant, c'est tout ce qui concerne autour de l'utilisation des preuves à divulgation nulle de connaissances. Donc là, j'ai en tête différents projets qu'il y a sur Ethereum notamment. Au départ, il y avait des projets pour des cryptos à part, comme Zcash notamment, et puis ensuite sont devenus des projets de ce qu'on appelle de Layer 2 sur Ethereum. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça peut redonner aux gens, disons, une maîtrise de leur vie privée. Voilà. C'est la technologie, disons, des preuves à divulgation nulle de connaissances peut permettre aux gens de garder le contrôle de leur vie privée sans forcément tout donner à des tiers de confiance. Donc c'est très intéressant. Alors il se trouve que sur Ethereum, c'est assez facile, grâce aux EVM, de proposer comme ça des layer 2 sur Bitcoin. Il y a différents projets. Là, en l'occurrence, certains essayent de faire passer une nouvelle mise à jour du protocole Bitcoin avec l'arrivée de nouveaux, ce qu'on appelle des nouveaux opcodes. Et donc là, il y a des questions dans la communauté Bitcoin sur OP4. Donc, c'est un opcode qui permettrait donc 4 pour concaténation, qui permettrait de concaténer des bouts de script pour ensuite leur faire passer des tests. Disons que si cette mise à jour était implémentée, ça permettrait l'avènement de nouveaux layers, donc de surcouches de deuxième niveau sur Bitcoin, et donc une nouvelle façon, disons, d'abord de désengorger Bitcoin, certes, mais aussi de permettre assez facilement des swaps entre des Ethers, notamment, et des Bitcoins. En tout cas, la société israélienne là, que j'ai en tête, Starkware, n'attend que ça, quoi. Bon, mais c'est pas du tout sûr que la communauté Bitcoin ait envie d'aller dans cette direction.
Donc on retient que tu as parlé de la technologie donc de Zero Knowledge Proof, Oui. qui est très populaire et qui probablement peut révolutionner pas mal de choses, notamment en termes de vie privée sur Internet, comme tu le disais. Mais tu as aussi commencé à évoquer la finance décentralisée en parlant de swap qui pourrait être rendu possible sur le réseau Bitcoin. La finance décentralisée, c'est un écosystème de protocoles basé principalement sur des smart contracts et qui vise à répliquer, voire même améliorer le fonctionnement du système financier traditionnel. On peut y effectuer des prêts, des emprunts, des swaps. On peut trader de manière plus ou moins décentralisée. Et peux-tu nous rappeler les origines de cet écosystème ? Comme tu le dis, l'origine de cet écosystème, c'est la finance traditionnelle elle-même, en vérité. Puisque un des objets traditionnels de cette DeFi, un des objets emblématiques, en tout cas, sont ce qu'on appelle les AMM, Automated Market Making, teneurs de marché automatique en français. Donc, en réalité, la DeFi n'a rien fait d'autre que prendre un projet qui existait dans la finance traditionnelle et se l'accaparer et se rendre compte que ce projet, qui finalement n'intéressait pas vraiment les foules en finance traditionnelle, pouvait être implémenté assez facilement grâce au mécanisme des smart contracts. Les gens déposent de la liquidité, toutes sortes de liquidités, et puis ensuite les utilisateurs apportent une certaine crypto A, et en fonction des réserves de la machine, de l'AMM, obtiennent, en fonction de leur quantité de petit A qu'ils apportent, ils obtiennent en retour une certaine quantité de crypto petit b, le nombre de B en fonction du nombre de A dépend d'une formule. Dépend d'une formule qui a été popularisée par Uniswap, qui est vraiment très très simple, hein, c'est juste le produit des réserves qui est constant. Mais c'était un projet de la finance traditionnelle au départ. Donc c'est un vieux projet en réalité, qui a été juste implémenté parce que c'était... Pourquoi ne pas le faire ? Le projet était là et on a des smart contracts, on peut le faire. Donc les gens l'ont fait naturellement. Donc la DeFi est effectivement cet ensemble, cet univers de protocoles, d'app, d'applications décentralisées, essentiellement basées sur Ethereum, mais pas que maintenant, désormais. Effectivement, c'est un nouveau monde très intéressant pour les traders, hein, notamment. Et c'est aussi la raison pour laquelle, finalement, donc, ce qui intéresse les gens n'intéresse pas forcément d'autres gens. En particulier, là, on parlait de communauté Bitcoin. La communauté Bitcoin, la DeFi, ça n'intéresse pas. Il y aurait pu y avoir une DeFi, finalement, sur Bitcoin, grâce déjà à des réseaux comme Liquid, par exemple, ou RSK, mais la communauté ne s'intéresse pas. La communauté Bitcoin ne souhaite pas l'avènement d'une DeFi sur Bitcoin. Elle ne souhaite pas pouvoir être un trader fou qui jongle avec des millions. C'est une autre mentalité qu'ils ont. C'est des mentalités cypherpunk qui ne sont pas là pour reproduire ce qu'ils rejettent. Donc je ne suis pas sûr que finalement que l'OP-code OP4 va passer. Parce que finalement OP4, ça permettrait juste finalement l'avènement de cette finance décentralisée que les gens sur Bitcoin ne veulent pas. Selon toi, est-ce que cette finance décentralisée, donc principalement basée sur le protocole Ethereum, comme tu l'as indiqué, est-ce qu'elle peut constituer une alternative viable au système financier traditionnel ? Pour moi, oui, dans le sens où, pour moi, la DeFi, telle qu'elle est là aujourd'hui de manière exotique, sur Ethereum et d'autres, pour moi, c'est juste la préfiguration de la finance de demain. Pour moi, la DeFi, c'est juste, la préfiguration de ce que sera la finance de marché demain. Voilà. Et donc, pour que ça puisse le devenir, il faut plus de régulation. Il faut plus de régulation, donc de plus en plus, on va avoir des lois qui font rentrer
eh bien, les acteurs dans cette nouvelle finance décentralisée, faire en sorte que ces produits soient bien définis, comme d'autres produits qu'on peut acheter sans problème et revendre. Donc pour ça, il faut plus de régulation. Simplement, le problème, c'est que ce plus de régulation, on le voit, risque de se faire vers moins de liberté pour les gens et plus de lois, liberticides sur la protection de la vie privée notamment. Voilà. C'est la question. Voilà. Est-ce que la DeFi peut se faire absorber par la finance traditionnelle sans que ce soit au détriment de la vie privée des gens? Voilà, c'est la question. Justement, tu parles de la finance traditionnelle. Comment les acteurs institutionnels réagissent-ils à l'émergence de ce nouveau écosystème? Ils veulent en faire partie. Ils veulent en faire partie, pour les raisons que j'évoquais précédemment. Quand même, voilà quand même déjà une monnaie qui est programmable. L'euro n'est pas programmable, donc les gens ils voudraient bien avoir un joujou pareil. Et puis ils voient également, c'était surtout vrai, maintenant de nouveau, dans un monde où les taux sont très bas. Il faut se mettre à la place des gens, des gens même des assureurs, des gens qui ont des obligations vis-à-vis de leurs assurés. Ils ont un devoir et à un certain moment, ils doivent délivrer une certaine somme d'argent. Et comment le faire dans un monde où les taux sont très bas? Donc naturellement, des acteurs se tournent vers d'autres marchés un peu plus attractifs. Donc c'est le marché des nouvelles technologies et parmi elles, les cryptos, le marché des cryptos. Donc si on souhaite si on souhaite vivre dans un monde avec peu d'inflation, un monde où les taux sont bas, eh bien, naturellement, il y a un besoin pour des gens d'aller vers d'autres marchés. Voilà. Donc, toujours, on en revient là, vers plus de régulation. Comment vois-tu l'avenir dans 10 ans, par exemple? Est-ce que tu penses que les mécanismes de la finance décentralisée ont remplacé les infrastructures de marché actuelles? Déjà, il faut peut-être pas 10 ans, 10 ans ça paraît, mais je ne sais pas, je ne suis pas devin. Déjà, il y a... Alors, clairement, Bitcoin va occuper un rôle complètement différent des autres monnaies, un peu pour les raisons que j'ai expliquées. Bitcoin, à mon avis, sera un peu l'or numérique, même si ce n'était pas l'objectif de Satoshi Nakamoto au départ. Mais en tout cas, Bitcoin est en train de s'imposer comme l'or numérique et progressivement, les banques centrales vont se mettre elles-mêmes à acheter des réserves de Bitcoin. Donc ça, j'en suis un peu persuadé. Par ailleurs, il y aura tout ce nouveau monde des crypto-actifs qui sont encore exotiques pour la finance de marché, mais qui demain ne le seront plus. Et les mécanismes de cette nouvelle finance, c'est toujours pareil dans l'histoire du monde, va écraser l'ancienne finance. C'est toujours ça qu'on voit. Donc effectivement, la nouvelle finance va écraser l'ancienne. On le sait déjà que ça va se passer comme ça. Ça va prendre du temps. Simplement, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la liberté des gens et de la protection de leur vie privée. Et justement, comment réagissent les régulateurs? On sait que cette année, le règlement européen MiCA va rentrer en application, mais on constate au sein de ce règlement une absence quasi totale de la finance décentralisée. Pourquoi? Parce que déjà, il fallait comprendre, parce que la finance décentralisée est venue après, et ils ont un train de retard, c'est tout. Et il fallait déjà digérer l'apparition des cryptoactifs. Ensuite, il faudra digérer l'apparition de la DeFi. Ils ont un train de retard. La CPR a également publié récemment une étude sur une ébauche de réglementation possible de la finance décentralisée. Et ils y abordaient le thème de décentralisation, qui est assez compliqué à définir.
Et eux, plutôt que de parler de finances décentralisées, parlaient de finances désintermédiées. Qu'en penses-tu ? Là, c'est un peu la novlangue, la novlangue de la CPR. Je ne suis pas sûr de suivre. Non, il y a une question effectivement très intéressante, c'est la notion de décentralisation. Alors ça, c'est une vraie question en informatique, finalement. Comment définir la décentralisation ? Et pourquoi est-ce que Bitcoin est la plus décentralisée de toutes les cryptos que l'on connaisse ? Alors on a des réponses à cela. Il y a en termes de nombre de nœuds, il y a probablement plus de 50 000 nœuds répartis à travers le monde. Donc c'est quand même une première réponse. Mais après, il y a des réponses qui sont qualitatives. Par exemple, il n'y a pas de fondation Bitcoin. Enfin, il y a eu une tentative de fondation Bitcoin qui a échoué très rapidement. Donc il n'y a pas d'acteurs qui occupent une place prépondérante, qui occupent une place plus qu'un autre. Il y a effectivement les développeurs, certes, mais leur rôle, je pense, était largement surestimé. Preuve en est qu'il leur faut parfois presque 1 an, voire 2, avant de faire passer une proposition, comme il y a eu l'épisode Segwit il y a quelques années. Donc il n'y a pas d'acteurs qui occupent un rôle vraiment prépondérant par rapport aux autres. Et ça, c'est unique, mais c'est difficile de le définir. En tout cas, j'ai pas vu d'article vraiment convaincant en informatique ou en maths financières qui permettent de donner sens à la notion de décentralisation. Donc ça, c'est Bitcoin d'un côté. De l'autre côté, faut voir ce que c'est. C'est donc des projets, j'ai rien contre, qui peuvent être tout à fait intéressants, mais ils s'organisent différemment. Au départ, au départ, Bitcoin, c'était juste, voilà, on est en 2009, voilà, tout le monde peut miner et gagner de l'argent, et c'est à vous, faites-le. Donc, la répartition de la richesse, l'essentiel de la répartition de richesse sur Bitcoin, c'est fait de manière ouverte, et personne, il n'y a pas eu un acteur qui en a bénéficié aux autres. L'autre modèle des autres crypto-monnaies, c'est une entreprise ou une fondation qui propose à l'achat. C'est une opération commerciale. Toutes les autres crypto-monnaies mènent une première opération commerciale. Ils en ont besoin pour faire vivre leur projet. Donc c'est une opération commerciale. Donc souvent ils préminent, comme a fait Ethereum, des Ethers en l'occurrence, et le mettent en vente. Donc c'est déjà dès le départ, c'est différent. Bon, je peux comprendre, pour vivre, ils ont besoin de faire des... Il y avait ce besoin d'ICO qui permettait de lever de l'argent assez simplement, mais d'emblée, les bitcoins occupent une place à part. En fait, Bitcoin était au départ un modèle, c'était un modèle de décentralisation notamment, et puis très rapidement, c'est devenu une singularité. Voilà, dans tout le monde des cryptoactifs. C'est toujours un modèle de décentralisation. Les autres cryptos voudraient bien être aussi décentralisés que Bitcoin, mais ça occupe une place à part pour toutes ces raisons, la répartition de richesse initiale, notamment, absence de fondation. Donc, ça occupe un rôle qui n'est plus central dans tout le panel dans tout le panorama des cryptoactifs. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, à mon avis, Bitcoin occupera aussi un statut, une reconnaissance financière qui ne sera pas la même, je ne pense pas, que les autres cryptos. Bitcoin, à mon avis, sera reconnu comme une matière première, tandis que les autres seront reconnus comme des actifs financiers, avec les obligations légales qui vont avec. Merci Cyril. Nous arrivons à présent au terme de ce podcast, mais avant de conclure, aurais-tu un conseil à donner ou une idée à faire passer aux acteurs du monde financier traditionnel vis-à-vis des cryptoactifs ? Je suis personne, mais aux auditeurs, je leur dis juste lisez. Je suis un humaniste, a priori, et je pense que beaucoup de problèmes sur Terre pourraient être résolus grâce à l'éducation. Donc, je vous propose aux uns et aux autres de vous documenter,
et d'apprendre sur le sujet. Donc il y a différents livres intéressants. Le livre, par exemple, de Roger Wattenhofer, Blockchain Science, je crois qu'il s'appelle. Il y a les livres qui font suite à un MOOC de Princeton. Parmi les auteurs, il y a 4 auteurs. Parmi eux, il y a Edward Felten, qui était un grand informaticien américain. Puis il y a des lectures aussi très intéressantes en français. J'ai évoqué au début Pierre Noisa et Jean-Paul Delahaye. Chacun a écrit des livres. Voilà, nous-mêmes à l'Institut des cryptoactifs, on va proposer un cours en ligne, spécifiquement sur le consensus de Nakamoto, qui sera mis en ligne prochainement. Donc, oui, maintenant, on n'en est plus comme dans les années 2010, à la recherche de documentation qui était difficile à trouver ailleurs que sur des forums, dans des posts sur des forums. Là, vraiment, il y a des articles assez sérieux et on peut se forger sa propre opinion. Donc c'est un sujet très intéressant. Je propose à tout le monde de s'y intéresser. Merci Cyril pour ces échanges et toutes tes recommandations.